Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance nationale, de la souveraineté internationale, notre pays n'avait jamais atteint, dans le cadre des programmes avec les institutions de Bretton Woods, les niveaux qu'il a atteints aujourd'hui, c'est-à-dire une 6e revue qui certainement est en voie de devenir positive, et accéder ainsi à un 2e niveau dans la coopération avec les FMI. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment ceci est devenu possible. Qu'est-ce qui a rendu possible cette performance? Parce qu'elle est une performance. Peut-être insuffisamment saluée, parce que les questions financières et économiques ne sont pas des questions, en tout cas, à la disposition de nous tous. Mais il est de notre devoir en tant que journaliste d'aller au fond des choses, de vouloir expliquer, de vouloir comprendre qui sont les acteurs de ce qui apparaît aujourd'hui comme une question fondamentale dans la gestion des finances. Nous avons donc, en remerciant évidemment les différents acteurs, les présidents de la République, les membres du gouvernement, mais il nous fallait aller vers les techniciens, ceux qui connaissent ces choses qui sont au cœur de la réforme. Et notre pays, depuis une vingtaine d'années, a accepté de réformer les finances publiques. Au cœur de cette réforme, il y a une institution qui a été mise en place, qui s'appelle le COREF. Aujourd'hui, avec une ordonnance présidentielle et une réforme du COREF, nous pouvons donc l'appeler le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Et je disais donc que quand on parle réforme des finances publiques, il y a un nom qui sort, c'est M. Godefroid Musenga, qui est l'invité de Chemin Critique. Bonsoir. Bonsoir, cher Willy. Merci d'accepter. Vous êtes quelqu'un qui parle très peu aux médias. Et il a fallu que nous puissions batailler fort pour que vous soyez sur ce plateau. L'occasion étant essentielle, nous devons comprendre. Nous devons comprendre parce que les finances publiques, c'est quand même l'épine dorsale de la vie d'une nation. Là où les finances ne marchent pas, eh bien, tout ne marche pas. Alors, qui êtes-vous? Qui est Godefroid Musenga, pour ceux qui ne le connaissent pas? Vous êtes économiste, vous avez fini à la grande université de Kinshasa, vous avez fait l'économie publique et industrielle, et sitôt repéré par votre intelligence et votre précocité intellectuelle, vous avez été pris au cabinet du ministre de l'économie en charge des questions macroéconomiques. Nous sommes déjà un peu vers les années 90, vers la fin de 90. Et puis après, vous passez comme conseiller financier au ministère des Finances. Et vous allez passer à la direction du Trésor, où vous allez travailler pendant 4 à 5 ans, où vous vous occupez des finances et des statistiques. Un concours est organisé pour le CTR. Vous entrez par ce concours, vous êtes recruté par un concours de Sénarec. Vous voilà au CTR, où vous vous occupez effectivement de finances publiques. On crée donc le COREF parce qu'on se rend compte que la plupart des réformes qui sont mises en place manquent quand même, sont orphelines. Il n'y a personne qui s'en occupe au quotidien. C'est disséminé dans les ministères et avec la pression au quotidien, les réformes n'avancent pas. L'État donc décide de mettre en place ce comité de pilotage, le COREF, et vous êtes effectivement désigné parce que vous faites déjà ce travail un peu au CTR. Voilà l'homme que je reçois aujourd'hui. Si il faut donner des lauriers à cette 6e revue, vous êtes parmi ceux-là qui ont quand même travaillé au quotidien. Voilà la partie heureuse de cette émission. Maintenant, allons vers les détails. Pour ceux qui nous suivent, c'est une émission aussi pédagogique. Quelles sont vraiment les missions du COREF? Pourquoi on a créé le COREF par les autorités de la nation? Pourquoi? Quelles étaient les missions? Très bien. Cher Willy, comme je le disais avant, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Ouais. Comme vous le savez, je ne suis pas très bavard et je n'aime pas trop le média. Je préfère le média, je laisse le média aux politiques et moi je suis expert. Ouais. Et je préfère que les résultats auxquels nous parvenons dans le cadre de la mise en œuvre des réformes parlent à ma place. Mais j'ai accepté parce qu'il fallait quand même que nous essayions un peu d'expliquer
le parcours de notre pays, d'où nous venons, où en sommes-nous, où nous allons, dans les domaines précis de réforme des finances publiques. Alors, comme vous le disiez, le COREF a été créé à la suite d'un constat. Nous étions en programme avec le Fonds monétaire et je peux ici, avec autorité, parler que j'ai participé à plusieurs missions du FMI. Et à l'époque, il y avait une structure au niveau politique qu'on appelait la CISPI, la Commission interministérielle du suivi du programme avec le Fonds monétaire, qui est présidée par le ministre des Finances. Et lors d'une réunion, parce que la CISPI comportait tous les ministres sectoriels, dont certains engagements relevaient d'eux, mais présidés par le ministre des Finances. Et nous étions dans une réunion, le ministre des Finances, il arrive, il y avait une matrice sur cette aire où on faisait le suivi du programme. Le ministre des Finances va se rendre compte que les réformes qui n'avancent pas sont celles qui relèvent des attributions, donc finances publiques. Il s'est gêné de convoquer ses collègues pour et qu'on apprécie le progrès dans leurs domaines respectifs, et que lui-même, qui au fait a les attributions des finances, ses propres réformes n'avancent pas. L'idée, c'est de dire, voilà, si les réformes n'avancent pas, elles sont menées au niveau opérationnel par le ministère attitré, par le fait qu'il y a l'absence d'un pilotage au niveau technique. Et il faut donc assurer la coordination des réformes, et c'est là est venue l'idée de créer le COREF afin de coordonner, de piloter les réformes des finances publiques. Donc, nous sommes là pour accompagner le service. Nous sommes à la conception des réformes des finances publiques. On conçoit et on accompagne dans la mise en œuvre les différentes parties prenantes, notamment le ministère du Budget, le ministère des Finances et les autres ministères qui ont un lien avec les finances publiques. Mais également, nous avons une deuxième mission. Deuxième mission, c'est la coordination de toute l'assistance technique du Fonds monétaire international, de toutes les missions d'assistance technique. Le programme même lui-même d'assistance technique, il est conçu au COREF. Ça fait l'objet d'une discussion à Washington. Lorsque nous sommes à Washington, je discute avec le département des finances publiques, sous bien sûr la supervision de son Excellence, M. le ministre des Finances. Nous convenons d'un programme dans tous les domaines, que ce soit la fiscalité, gestion budgétaire, marché public, gestion de trésorerie, comptabilité. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les contenus du programme, les missions descendent au fur et à mesure. Et je suis la porte d'entrée de toutes ces missions-là et coordonnées. Alors, vous venez de nous offrir là 2 questions rapides. Vous êtes là depuis quand même quelques années, mais aucune de ces revues, nous ne sommes jamais arrivés au bout d'un programme. Vous étiez là quand même, M. Msenga. Qu'est-ce qui a changé entre ce moment aujourd'hui où nous allons vers la fin d'un programme et les autres moments où vous étiez là et que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas bien les rôles du FMI. Parce que dans ce qu'on a fait de fuser dans l'opinion, c'est comme si le Fonds monétaire vient, il impose un programme au gouvernement. Le programme qui est conçu, c'est un programme du gouvernement. Et les relations avec les fonds monétaires partent des engagements que nous-mêmes nous prenons. Sans être influencés, c'est nous-mêmes qui prenons des engagements en disant, dans le domaine budgétaire, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a 2 mesures préalables, il y a 2 repères structurels pour lesquels on s'engage. Et les fonds monétaires, on signe une lettre d'intention, il y a un programme, un mémorandum, dans lequel il y a les mesures pour lesquelles nous-mêmes nous prenons l'engagement. Mais qu'est-ce qui fait défaut? La différence entre aujourd'hui et hier. Hier, nous-mêmes, on prend l'engagement et lors des revues périodiques du Fonds monétaire, on était incapables de rencontrer ou nous-mêmes d'accomplir nos engagements. Aujourd'hui, avec la volonté politique qu'il y a, comme vous savez, les réformes sont conçues au niveau technique, mais l'aboutissement des réformes a aussi un aspect politique. La volonté politique, aujourd'hui, je vais vous dire, dans le cadre des réformes des finances publiques, il y a de dossiers, de décrets, de lois qui ont été exhumés, mais qui existent depuis longtemps. Il a fallu les gouvernements actuels pour que ces lois, ces réformes passent. Et aujourd'hui, nous avons quand même le chantier qu'on a ouvert, mais qui était fermé avant. Donc, moi, je tiens tout simplement à dire que le pays n'a jamais conclu un programme. De la première revue jusqu'à la dernière, c'est la première fois, tout tient, d'abord à l'accompagnement technique des experts, mais aussi l'adhésion politique. Et nous sommes en train de saluer cette 6e revue qui va nous ouvrir la voie désormais d'un nouveau programme, peut-être après au mois de septembre. Alors, avant qu'on arrive aux réformes, rentrons dans les fondamentaux. Nous parlons des finances publiques. Quel était l'état des lieux avant
pour que la nécessité de réformer puisse s'imposer, est-ce que la réforme, elle est essentielle au fonctionnement des finances publiques, ou bien la réforme est mode d'emploi, c'est juste pour se donner bonne figure? Qu'est-ce qui a été à l'origine? Qu'est-ce qui a fait que l'on puisse nécessairement être obligé de réformer? J'ai toujours dit à tout le monde, partout où on m'a invité pour animer les conférences, j'ai toujours dit, les finances publiques sont pour l'économie ce que le sang est pour le corps humain et ce que la sève est pour la plante. Il y a une interrelation entre les finances publiques et l'économie. Mais l'erreur souvent dans laquelle nous tombons, c'est quoi? C'est de considérer les relations entre l'économie et les finances publiques sont appréhendées dans le cadre d'une influence que la croissance de variables macroéconomiques exercerait sur les rentrées fiscales. Oui. En d'autres termes, on veut considérer l'impôt comme un sous-produit de la croissance, ou une variable de résultat de la croissance, alors que les finances publiques saines, garanties par une discipline budgétaire, peut assurer une économie réelle favorable à la croissance durable. Mais en même temps, une économie prospère peut contribuer à la bonne santé des finances publiques. C'est pour dire que si on a fait les réformes aujourd'hui, on est parti d'un constat. On reprend la coopération avec le bailleur qui était interrompue de 90 à 2000, 10 ans de rupture de coopération. En 2001, on ouvre, il y a un changement de régime, la coopération revient, on entame un pré-programme. Les bailleurs sont prêts à nous accompagner. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, avant de vous accompagner, il faut d'abord qu'on fasse un diagnostic, état des lieux, c'est-à-dire une évaluation de votre performance de gestion des finances publiques. Ils ont fait des évaluations et la plus marquante d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la gouvernance des finances publiques selon la méthodologie PEFA. Le premier exercice s'est tenu en 2008, mais prenant les exercices budgétaires 2004, 2005, 2006, pour essayer de voir un peu dans tout le compartiment, dans tous les domaines pertinents de gestion des finances, quelles étaient les faiblesses. Malheureusement, les résultats étaient médiocres. Dans presque tous les domaines, les finances publiques étaient malades de son système budgétaire, étaient malades de son système fiscal, étaient malades de son système comptable, de gestion de trésorerie, de marché public, dans tous les domaines. Et cette évaluation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 31 indicateurs. Et si vous êtes, par exemple, bien noté, c'est la norme internationale, vous avez l'indicateur, la note A. Mais sur les 31 indicateurs, nous avions 24 indicateurs qui avaient la note de la mauvaise note, la note D. Et je peux donner seulement un exemple des écarts entre le budget voté et le budget exécuté. Nous atteignions des écarts de plus ou moins 800% entre le budget voté et exécuté. Et sur base de l'évaluation, en réponse à cela, c'est là où maintenant le COREF va prendre la relève et surtout la stratégie de la finances publiques. En réponse à ces faiblesses-là, on va élaborer la première stratégie de la refondation du système de gestion des finances publiques en 2010, bâti autour de 6 piliers importants. Le premier pilier, c'est la gestion budgétaire. Je vais y revenir, mais ça voulait dire tout simplement que nous étions dans un exercice de gestion budgétaire axé sur le moyen, où ce qui intéresse, c'est quoi? L'État a combien? Ça, c'est un. C'est-à-dire le volume de ressources dégagées du cadrage macroéconomique qui développe les ressources. Deuxième question, comment on fait l'allocation intersectorielle entre le ministère en fonction de ce qu'on a. Et à la fin, on pose une question, qui a consommé combien? Donc, les taux d'exécution du budget. On s'est dit, mais cela ne peut pas, aucun intérêt sur les résultats qu'on atteint dans les cas de consommation de crédit que vous allouez. On va donc passer, la loi qu'on a publiée en 2011 relative aux finances publiques, va donc prôner la gestion axée sur les résultats. La LOFIP. Et au travers du budget programme, bien sûr, il y a des questions qui vont, peut-être vous allez poser sur le budget programme. Sûr. Alors, c'est pour dire tout simplement que non, on a voulu corriger les faiblesses de gestion des finances publiques dans les domaines budgétaires. Et la question qu'on devait se poser désormais dans une gestion axée sur les résultats, parce que tout le monde deviendra comptable de l'atteinte ou non des résultats. La première question, quelles sont nos priorités? De ces priorités, comment mobiliser le moyen pour atteindre les priorités? Et enfin, quels sont les résultats qu'on a atteints dans le cadre de la mise en œuvre depuis 2011. Depuis 2011. Ça, c'est les cadres juridiques qui ont réalisé la gestion de finances publiques. Et après,
on a aussi dit, mais ce n'est pas normal que nous ayons une réglementation comptable qui date de l'époque coloniale. Les règlements généraux sur la comptabilité dataient de 1800 et certaines parties de 1952. On a donc refondé les cadres comptables avec un nouveau règlement général sur la comptabilité publique. Et aussi, la gestion de trésorerie, même chose. Et les marchés publics, on a pris la loi de 2010, le marché public. Donc on a essayé un peu de refonder l'ensemble du système de finances publiques au travers des résultats qu'on a eus dans le cadre de l'évaluation. Et une fois qu'on a élaboré la stratégie bâtie autour de 6 piliers, on a donc élaboré le plan d'action. Donc il y a eu quand même une réflexion profonde qui est à l'origine de cette réforme. C'est la stratégie adoptée en Conseil de ministres, comme je vous ai dit, bâtie autour de 6 piliers. La première stratégie, la réforme budgétaire, ça c'est 1. 2, la réforme du système fiscal, comme pilier 2. 3, la gestion de la dépense publique. 4, la gestion de la comptabilité publique et trésorerie. 5, le renforcement du système de contrôle. Et 6, la gestion des finances publiques provinciales. Alors, aujourd'hui, en 2024, donc plus de 10 ans passés, quand on fait l'état des lieux de la réforme, vous êtes au cœur de cette réforme des finances publiques. Que peut-on dire? Est-ce que les réformes entreprises depuis 2010, je crois, jusqu'à ce jour, ces réformes ont-elles vraiment... Quel est l'état des lieux de ces réformes? Ont-elles avancé? Ou nous pataugeons? Ou c'est un grand succès? Je crois qu'entre la pratique et la réforme elle-même, il y a tout un fleuve. Les chantiers les plus importants, c'est d'abord de bâtir le cadre juridique, qui est la fondation sur laquelle on doit poser les réformes, que ce soit dans le domaine fiscal, domaine budgétaire, et ainsi de suite. Depuis 2011, le Conseil est en train de travailler sur l'arsenal juridique. C'est le premier cadre juridique, c'est la loi relative aux finances publiques. On a pris de la LOFIP, on a pris beaucoup de textes, mais en même temps, aujourd'hui, il y a certains résultats. Quand vous prenez seulement les résultats par rapport à la réforme budgétaire, nous sommes en train de préparer les budgets programmes, bien sûr, mais aujourd'hui, je vais vous dire, le crédit budgétaire qui sont partagés entre le ministère, désormais, la nomenclature budgétaire va changer où on va regrouper les crédits par programme. Donc, vous me dites que vraiment la réforme n'a pas encore vraiment marché. Non. Si c'est que je vous comprends bien, nous n'avons pas vraiment avancé. La réforme de la gouvernance prenne du temps avant de juger le progrès comme impact ou effet. Mais il y a quand même quelques résultats, comme livrables, par rapport à ce qu'on a fait, que ce soit aujourd'hui, vous avez une direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est une réforme majeure. Vous avez le fait de prendre un texte qui modifie les pratiques budgétaires, c'est aussi une réforme majeure. Mais avant d'apprécier les progrès, il est important d'être un peu patient par rapport à là où nous voulons aller. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui et hier, nous soyons au même endroit. Nous avons progressé. Alors, on a progressé. Alors, essayons d'examiner l'impact finalement, parce que c'est de l'impact qu'il s'agit. Quel impact les réformes ont eu lieu sur l'économie nationale? Aujourd'hui, évidemment, notre économie n'est pas la meilleure. Nous sommes toujours en train de dépendre fondamentalement des importations. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Ça, c'est l'état de notre économie. Et parmi la littérature, même politique, qui a été émise à ce sujet, on a parlé effectivement de la diversification de l'économie. Est-ce que les réformes mises en place ont pu avoir un impact sur les soucis que tu viens d'évoquer? Très bien. Je voudrais revenir sur votre question pertinente. C'est un peu regrettable que nous continuions à être un pays mono-exportateur, où il y a un divorce fondamental entre les modes de consommation et les modes de production. Donc, comme vous dites vous-même que nous produisons ce qu'on ne consomme pas et on consomme ce qu'on ne produit pas. Donc, on est dépendant de l'économie extérieure. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, on peut quand même saluer qu'un progrès, l'impact de la réforme sur l'économie. Je prends sur le plan théorique. En d'autres termes, on peut dire quel est le rôle de l'État dans l'économie. Et quand vous prenez l'exemple congolais, il y a deux types d'actions que l'État doit poser en termes de soutien. Il y a
l'action du soutien conjoncturel à l'économie au travers de la politique budgétaire, où on peut promouvoir la croissance lorsqu'elle est, elle est atone. La demande est atone. L'État peut augmenter ses dépenses. Et ce qui est en train d'être fait dans le cadre du budget de l'État aujourd'hui, nous avions un budget qui était en dessous de 10 milliards. Le budget a dépassé 10 milliards. Mais je reviens sur le fait que peut-être les gens ne perçoivent pas encore parce qu'ils disent que non, la croissance est là, mais elle n'est pas inclusive. Mais il est important de savoir quand même que entre hier et aujourd'hui, il y a quand même un peu de progrès en matière de la qualité de la dépense. Quand vous lisez le livre d'un auteur qui a dit la pauvreté et la richesse se définissent pas par rapport à ce qu'on gagne, mais par rapport à la manière dont on dépense, il est important que la pratique budgétaire, aujourd'hui, quand vous lisez la structure du budget, les dépenses contraignantes, salaires, fonctionnement, prennent plus ou moins 80% du budget. Et les dépenses d'investissement sont résiduelles. C'est pourquoi, désormais, nous voulons passer d'une gestion de moyens vers une gestion budgétaire axée sur les résultats, afin que les crédits soient alloués aux politiques publiques, dans lesquelles politiques publiques, il y a fongibilité des dépenses, que ce soit investissement, que ce soit fonctionnement dedans. Aujourd'hui, côté recettes, nous avons une pression fiscale de 8%, en dessous de 10%, et la plus basse même de la sous-région. Oui. Mais aujourd'hui, on avoisine les 14%. C'est que quelque part, le rentrée fiscal commence à augmenter à la suite des mesures sur la fiscalité, que ce soit du point de vue politique fiscale. Quand vous regardez, on travaille sur le chantier, on est en train de prendre de nouvelles lois. La TVA, par exemple, c'est une loi. On vient de signer un décret qui va permettre à la TVA, parce qu'il y avait un écart entre la TVA collectée et par rapport à son potentiel, on a publié une loi sur la facture normalisée qui permettra à la DGI d'avoir en temps réel l'information sur le volume des transactions avec un système connecté en la DGI. Ça va augmenter les taux de perception de la TVA. Mais aussi, on vient d'introduire un impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt des sociétés. Ce sont des réformes sur la politique fiscale. Mais en même temps, quand vous regardez la parafiscalité, toutes les perceptions qu'on a accordées à certaines entités publiques, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir, comment, avec l'appui du Fonds monétaire, comment rationaliser toutes ces perceptions-là, afin d'augmenter la capacité de recouvrement et surtout aussi de veiller à au bon climat des affaires. Alors, je vais vous poser une autre question. Nous sommes toujours sur l'impact des finances publiques. Vous avez fait une réforme, vous l'avez assaini. Les finances, en tout cas les recettes commencent à augmenter. Mais quand on regarde fondamentalement, on se rend compte que l'augmentation des finances publiques correspond aussi malheureusement à une augmentation du train de vie de l'État et des institutions. Les dépenses ont augmenté, parfois les salaires ont augmenté, mais à l'économie réelle, les finances publiques n'ont pas vraiment impacté. Est-ce que c'est une décision idéologique? Est-ce que c'est une décision conseillée par les FMI? Parce que quand nous regardons les interventions directes de l'État, nous le voyons par exemple dans la subvention aux produits pétroliers. Alors je me demande si l'État peut mobiliser des moyens. À l'économie, l'État laisse quoi? L'État laisse la régulation ou l'État peut avoir, comme dans d'autres pays, des impacts immédiats sur des secteurs précis? Qu'est-ce qui a été décidé? Bon, on ne peut pas aujourd'hui faire la guerre d'idéologie entre l'État gendarme ou l'État qui intervient dans l'économie, que ce soit du point de vue orientation politique ou idéologique. Aujourd'hui, personne ne disconvient sur les rôles de l'État d'impacter l'économie. Et je reviens sur la qualité de la dépense. Et tout part de la structure de notre budget. Tant que les dépenses liées à l'investissement auront un caractère résiduel et qu'on doit rencontrer d'abord le besoin des fonctionnaires, le besoin de fonctionnement, ça va continuer à poser problème. Nous devions agir dans le cadre de cette réforme sur la qualité de la dépense publique. J'ai reçu une mission du FMI qui a fait une évaluation PIMA, c'est-à-dire sur les déficits en investissement. Je vous ai dit que l'État peut intervenir. Il y a deux types de soutien conjoncturel, mais aussi de soutien structurel. Il faudrait que les dépenses publiques parviennent à financer les infrastructures.
que ce soit les routes, les barrages, réseaux de communication. Même si l'État n'intervient pas, le rôle de l'État, c'est de ne pas produire les biens marchands, mais de contribuer à l'éclosion de l'économie. Parce que c'est lui qui crée la richesse, c'est le privé. Mais est-ce que l'État a créé les conditions pour que le privé puisse produire la richesse? L'opérateur qui va investir a besoin de routes. Il a besoin de l'énergie. Ça, ce n'est pas lui qui va le faire, c'est l'État qui doit le faire. Les besoins, celui qui va investir a besoin d'un capital humain, des gens qui sont bien formés. Il faudrait également que certaines dépenses soient orientées vers les services publics, que ce soit les écoles, les hôpitaux, en dehors de l'infrastructure. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait certaines faveurs, que l'État, au moyen de la fiscalité, puisse permettre aux entreprises de s'autofinancer. Compétitivité prix ou compétitivité qualité. L'innovation, la recherche, ça, l'État peut, c'est une aide. Mais il ne participe pas à l'activité, mais il participe pour accompagner le secteur privé. Oui, oui. Mais le rôle de l'État est essentiel. Je ne peux pas faire une guerre d'idéologie, mais je voudrais quand même que l'on comprenne à quel niveau nous nous situons. Vous avez certainement suivi des débats autour, surtout dans les secteurs miniers. Je rentre dans les secteurs miniers, où on a reproché à l'État d'avoir pratiquement dilapidé son potentiel minier en donnant des conventions, en signant des contrats. Vous vous rappelez, on a fait la révision de contrats, on a parlé des contrats léonins, etc. Donc, il existe quand même dans l'opinion publique un débat. L'État, il était puissant quand il était aussi producteur en termes de mines. Il avait des revenus importants. Aujourd'hui, l'État n'est plus producteur. L'État se contente simplement des royalties et voilà ce qu'il reçoit des miniers. Les miniers augmentent en pouvoir, en chiffre d'affaires, mais l'État n'augmente pas. Comme si les secteurs miniers, par exemple, aujourd'hui, ne donnent pas le meilleur qu'ils devaient donner à l'État. D'autres estiment qu'il faut revenir à l'ancien système, que les entreprises publiques doivent reprendre leurs droits miniers et commencer à exploiter. Au regard de la réforme entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'expert en pense de ça? Moi, je suis un économiste libéral. Ouais. Je ne soutiendrai pas l'idée de voir l'État commencer à produire des biens marchands. Parce que le rôle d'un État, c'est de ne pas de vendre des biens commerciaux ou marchands à un prix supérieur au coût moyen afin de faire le profit. Mais ce qui est important, c'est quoi? L'État produisait avant, dans les cas de Gécamine, je ne veux pas entrer dans le débat de conventions ou bien qui sont signés. J'ai toujours remarqué, et dans tous les discours que je fais, je note une asymétrie de connaissances entre l'administration, que ce soit des mines ou des impôts, et les opérateurs miniers. Je ne peux pas m'expliquer que le même opérateur qui est chez nous, mais qui opère aussi en Zambie, paye plus en Zambie que chez nous. Parce que vous remarquerez que quelqu'un qui a fait 10 ans, mais tous les ans, il déclare un résultat fiscal négatif et on les pose par l'IBP, l'impôt sur le bénéfice et profit. Et personne ne peut, n'a les capacités pour opposer les résultats fiscaux. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut accompagner la mine, nous sommes en train de le faire, accompagner la DGI pour que nous ayons, même au sein de la DGI, des experts outillés qui peuvent discuter d'égal à égal. Parce que ces gens-là, ils ont des experts rompus à la matière et ça pose un problème de connaissance et de maîtrise du secteur. Ce sont des secteurs stratégiques, à part d'abord la négociation. Mais par rapport aux impôts qu'on doit collecter, ils vous disent non, nous on n'a rien collecté, par conséquent, il n'y a pas l'IBP à percevoir. C'est un problème. J'ai discuté, je donne un cas concret. Quelqu'un exporte le cuivre, je ne sais pas si c'est le cuivre ou le cobalt. Et il vous dit le taux d'humidité est de 70%. C'est comme si dans les camions qui est là, c'est de l'eau. Comment quelqu'un va exporter de l'eau? Mais est-ce que la DGI ou les mines ont un laboratoire pour tester les taux d'humidité? Ils devraient l'avoir, et c'est même le rôle de la réforme. Voilà, tout justement. Alors, donc, la DGI, j'ai discuté avec les DG de la DGI, j'ai discuté avec les coordonnateurs de la cellule technique de la CTCPM, tous. Je suis en train de recruter un cabinet international qui va évaluer les capacités à la fois techniques et logistiques de tous les intervenants du secteur
afin de proposer un programme de renforcement de capacité à la fois logistique et technique. Parce que nous sommes un pays minier. Je ne peux pas concevoir que nous ayons les mines aujourd'hui. On passe, il y a des trous partout, et j'ai dit ça à l'époque à un gouverneur, et que les gens exportent, ils ont des milliards, mais nous, le pays dans lequel ils sont en train d'exploiter, nous sommes pauvres. C'est justement pour ça qu'on vous demande, vous qui êtes économiste libéral, de revoir un peu vos positions pour que l'État puisse quand même reprendre. L'État doit encadrer le secteur. Certains au lieu des produits comme le privé, il doit encadrer le secteur. Une des critiques qui est faite à nos finances publiques, c'était le coulage des recettes et la corruption. Alors, en rapport avec la corruption, la corruptibilité de notre système, quelles sont les réformes qui ont été mises en place parce que j'entends quand même que depuis quelques années, on parle beaucoup de détournement des fonds publics, on parle beaucoup de vols. On en parlait, certes, depuis longtemps, mais pour le moment, on dirait qu'il y a une forme d'accélération. Et pourtant, ces pratiques devaient avoir rencontré la maturité des réformes. En ce qui concerne la corruption, quelles sont les réformes qui ont été mises en place pour pouvoir endiguer ces phénomènes? Je réponds du point de vue mobilisation des recettes. Oui. D'abord, dans le premier temps. Lorsque vous permettez à un agent, un cadre du fisc, d'avoir le contact physique avec un contribuable, là vous ouvrez la porte à la corruption. Là vous ouvrez la porte à la négociation de ce qu'il doit payer. Qu'est-ce qu'il peut dire? Voilà, je dois autant à l'État, mais je vois que tu es venu à pied. Voilà que on peut s'arranger. Mais tout ceci peut se terminer lorsque on automatise les circuits de perception. Il n'y a pas de contact physique. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'accompagnement de certains bailleurs, où on est en train d'informatiser les circuits de perception des recettes. Les contribuables... C'est en voie, c'est en cours ou c'est un projet? Nous avons déjà un logiciel qui permet en temps réel de voir combien on encaisse. La procédure de paiement doit être automatisée. Télépaiement, télédéclaration. Et on est en train d'installer, au niveau de la DGI d'ailleurs, il y a des applicatifs qu'on est en train de mettre en place avec l'accompagnement de l'Agence française de développement, mais aussi de l'Union européenne. C'est pour que les circuits de recettes soient automatisés et que l'homme n'intervienne plus. Ça, Donc c'est un des premiers éléments, c'est en fait la digitalisation, la numérisation. Voilà, tout justement. Ok. Une autre stratégie par rapport à ça, la formation humaine, parce que ne vous en faites pas, l'homme malhonnête trouve toujours des astuces pour pouvoir... Il y a un problème au niveau de la collecte, coulage de recettes, il y a un problème de civisme fiscal et de la culture fiscale. Donc, la faute, c'est aussi de la part des citoyens. Au lieu, ils demandent beaucoup de services à l'État. Ils demandent qu'il y ait des hôpitaux. Dans la corruption, il y a les corrompus et corrupteurs. Mais vous demandez des services à l'État. Mais c'est vous-même qui encouragez quelqu'un qui vient, qui vous donne, à qui vous voulez donner. L'État, quelle conséquence, l'État ne perçoit pas. Mais en même temps, vous exigez à l'État certains services publics. Je vous donne un cas. Nous avions à l'époque la pression fiscale la plus faible de la sous-région. Mais quand vous regardez de l'autre côté, quand on dit pression fiscale, ce sont les rentrées fiscales de ce que l'État encaisse. Mais en même temps, quand vous regardez le nombre de perceptions en termes de fardeau fiscal, on est plus ou moins aux alentours de 22%. Il y a certaines perceptions qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui sont perçues par les agents de l'État. Et là, ça pose un problème. Un citoyen qui veut que son pays marche ne peut pas céder à la corruption. Il faudrait que tout le monde dise, voilà, si vous voulez prendre l'argent, il faudrait que je paye à la banque. Mais en même temps, les seules réformes des finances publiques ne peuvent pas résoudre les problèmes. Il faudrait que ces réformes-là soient accompagnées par d'autres réformes dans d'autres secteurs. Parmi les réformes judiciaires, qui dépendent de vous directement, il y a la déconcentration de l'ordonnancement. Et on reproche au COREF de traîner les pieds. Parce qu'au niveau des provinces, au niveau des entités territoriales décentralisées, cette réforme doit aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui freine l'accomplissement final de cette réforme?
Au contraire, peut-être les gens qui reprochent les COREF n'ont pas la maîtrise de cette notion de la déconcentration, de relancement. Et ils sont les préalables qui sont derrière. Pour que demain, nous fassions des ministères qui se limitent aux finances et au budget. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un sous-gestionnaire du ministère de la Santé, lorsque son ministre signe le bon d'engagement, il prend à pied ou bien en voiture, il va à la DCB, à la direction du contrôle budgétaire, pour introduire dans le système, il saisit les bons d'engagement. Alors, le premier préalable, c'est permettre à ce que cette chaîne-là soit étendue. C'est-à-dire, il faut le paramétrer. On l'a fait. Le COREF l'a fait avec la direction informatique du budget. Il faut paramétrer, c'est déjà fait. Il faut faire des études. On a fait des études pour que ça va coûter combien la distance entre le budget et le ministère en question. Les études ont été faites. Et l'idée qui était la nôtre, c'était que nous puissions déconcentrer 4 ministères dans le premier temps. Mais le gouvernement a décidé, dans la loi des finances 2024, à son article 5, de créer 8 ministères. Le deuxième préalable, aujourd'hui, quand vous lisez le manuel des procédures et des circuits de la dépense publique, on ne reconnaît pas les sectoriels comme intervenants dans la chaîne. Il n'y a que les budgets et les finances. Mais le sectoriel se limite à l'engagement. Il engage, comme je vous ai dit, sur papier, et puis son gestionnaire va à la DCB, et ainsi de suite. Mais comme la réforme veut désormais que les sectoriels prennent en charge aussi la liquidation et l'ordonnancement, il faudrait que dans le manuel, que les manuels soient modifiés et qu'on fasse de lui intervenant. Donc il est dans les circuits. Ces manuels... C'est vous qui êtes à la réforme. On l'a déjà fait. C'est vous qui devez faire le manuel. Mais c'est déjà fait et signé. Ah, d'accord. Je suis en train de vous rappeler le préalable. C'est déjà fait et signé. Ça, c'est déjà acquis. Les deux ministres ont signé, Finances et Budget, ils ont signé. On introduit les sectoriels comme étant intervenants dans la chaîne. Le ministre ayant son budget peut engager, liquider et ordonnancer. Okay. Voilà. Le troisième préalable, oui, c'est le préalable comptable. C'est-à-dire, pour le ministère, désigner qui devrait expérimenter l'ordonnancement. Il faudrait que lorsque l'ordonnateur est là, en aval de lui qui est un comptable. Donc, il faut d'abord créer le poste comptable pour ces ministères-là. Mais aujourd'hui, les ministères ont des comptables. Non. Mais là, ils ont des comptables. Ah, mais là, ce n'est pas les comptables dans le cadre de la réforme. Ah, d'accord. C'est vraiment, je dirais, comme... des caissiers, quoi. Voilà, ce ne sont pas des caissiers comme tels, ce sont des billetteurs. Ah, des billetteurs. Alors, nous voulons de véritables comptables parce que la fonction comptable change même de nature. Ce n'est plus un comptable qui aura une camionnette pour aller retirer au guichet de la Banque centrale. C'est un comptable qui va assumer la phase comptable en passant les écritures. Et qui peut même être traduit en justice à la Cour de compte. À la Cour de compte, qui peut même tenir les comptes de gestion. Ouais. Les comptes de gestion, vous avez suivi l'audience à la Cour de compte. À la Cour de compte. Mais non, le ministre des Finances, par un arrêté, il a créé le poste comptable. Pour le 8, il a même créé le 9e poste comptable qui est l'agent comptable central du Trésor. Il reste pour le moment qu'on recrute ces comptables-là. Mais la condition, c'est qu'il y a un règlement d'administration applicable aux comptables de 2013 qui exige les concours. C'est que les comptables actuels qui sont là, c'est le PADIC qui doivent être reconduits. Il faut qu'ils passent par un concours pour occuper la phase expérimentale. Donc, c'est la phase qui reste, c'est le recrutement. C'est-à-dire, ce qui reste, il y a deux choses qui restent. C'est le recrutement et la création des comptes d'opération pour les comptables. Parce que les comptables ne vont plus se promener avec l'espèce. Ils devront avoir des comptes d'opération comme sous-compte du compte du Trésor, au travers de quel compte ils vont commencer à payer les fournisseurs. Mais alors, si déjà au niveau de la déconcentration de redonnancement, nous sommes presque en train de... Bon, on avance, mais ce n'est pas à la vitesse qu'il faut. Alors, que devient le budget programme? Que devient le budget programme? Le budget programme, c'est une réforme en profondeur. Vous savez, la méthode de gestion, la pratique elle-même, elle a changé dans tous les pays du monde, même à l'époque, quand on était en train de proposer cette réforme. J'ai reçu l'ancien directeur adjoint du département des finances publiques
qui me dira que vous êtes trop prétentieux de dire que vous allez basculer en 7 ans. La France elle-même continue à réformer. La France a engagé sa réforme. Mais nous avons des génies, nous avons la capacité d'avancer vite. La France a pris sa LOLF française en 2001, mais elle a basculé 5 ans après, en 2006. Mais elle continue à réformer. Nous, on avait dit, la LOFIP est adoptée, 7 ans après, au plus tard, 8e année, 2019, on peut basculer. Mais il y avait de préalables importants. Alors, vous allez continuer par rapport au préalable, mais pour nos téléspectateurs, quelle différence est-il entre le budget programme que nous sommes en train d'évoquer ici et l'autre budget que nous utilisons tout le temps, pour que les gens comprennent à peu près la nature et la profondeur de la réforme? Le budget programme, c'est un budget, on appelle ça aussi budget par objectif de programme, ou bien les budgets axés sur les résultats. À la différence d'aujourd'hui, quand vous regardez la nomenclature, c'est que les crédits sont, il y a 3 classifications budgétaires. Les crédits, le budget des moyens, c'est que vous avez combien, comment on partage entre le ministère, et ainsi de suite. La différence, c'est que au lieu de regrouper les crédits par ministère ou par nature, les crédits sont regroupés par politique publique. On dit par exemple, quelle est la raison d'être du ministère des Finances par rapport à ses attributions. Le ministère va dire, voilà, moi j'ai été créé comme ministère pour mobiliser les ressources internes, externes. J'ai été créé pour organiser la fonction comptable et la gestion de trésorerie. Ça, ce sont des politiques publiques. Maintenant, les finances, lorsqu'il va aller aux conférences budgétaires, au budget, on lui pose la question. Par rapport à votre politique publique, mobilisation des recettes, de quoi avez-vous besoin? Quels sont les crédits? Voilà. Lui dit voilà, pour que, et ce qui est différent, c'est quoi? Il propose les crédits, mais en annexe de ces crédits, il y a un cadre de résultats qu'on appelle projet annuel de performance, qui ont des indicateurs. Le ministre des Finances va s'engager sur des indicateurs à atteindre. Ça peut par exemple être réduire ou bien augmenter la pression fiscale de 14 à 17%. Et ce sont ces indicateurs pour lesquels il va s'engager. Et lors des discussions avec les budgets, on va lui octroyer les crédits, mais conformément à la contrainte budgétaire. Et une fois qu'il a ces crédits-là, il a 4 programmes, on lui donne ces crédits, il affecte les crédits dans les 4 programmes, et la notion de fongibilité fait que il peut arriver, il n'y a plus les votes du budget par ligne. On vote les budgets par programme, l'enveloppe du budget, voilà, 1 million pour le ministère des Finances. Les parlements votent. Le vote se tient au niveau du programme, qui est la politique publique. Pas au niveau des activités. Non, pas au niveau des activités, parce que il peut arriver que dans la mise en œuvre du budget, de la politique publique, les ministres concernés disent, voilà, je considère que j'ai un problème dans le programme 2. Je peux prendre les crédits du programme ou non, même la nature du dépense du programme 1. Ça augmente quand même le pouvoir de décision des ministres. Voilà, tout justement. Il y a cette flexibilité. Vous allez continuer. Maintenant, le gouvernement n'est pas l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Alors, dans le cadre du budget programme, le Parlement a le pouvoir de tout modifier ou bien qu'est-ce qui va se passer? Comment des ministres qui se sont engagés sur des indicateurs précis au niveau du gouvernement, qu'est-ce que ça devient si le Parlement a tout changé? Vous savez, cette notion d'autorité budgétaire doit être bien clarifiée. Le programme, il est du gouvernement. Et les budgets, c'est un document qui soutient le programme. C'est la traduction chiffrée du programme du gouvernement. Parfois, le Parlement peut modifier. Et les amendements parlementaires sont encadrés par la loi, par la loi relative aux finances publiques. La différence qui change au niveau de débat parlementaire entre aujourd'hui et dans le cadre de la réforme, le débat tourne autour des lignes budgétaires, chapitres, sections, tout ça, jusque dans les détails. Mais demain, dans le cadre d'un budget programme, les parlementaires vont se limiter à dire, on vous autorise, bon, vous nommez, on vote le programme X de tel ministère, et dans le cadre de ces programmes-là qui a des natures de dépenses, on autorise autant, par exemple pour le fonctionnement, autant pour... Mais à l'intérieur, on laisse la liberté aux gestionnaires de modifier les crédits. Merci, M. Misenga. Nous allons prendre une dernière question. Les choses sont tellement importantes, je me rends bien compte que
Ce n'est pas aussi aisé pour tout le monde de nous suivre, mais c'est cela aussi la redevabilité. Alors la 6e revue passe très bien. Qu'est-ce qui va se passer après? À quoi les Congolais peuvent s'attendre en disant, bon, nous avons eu un programme qui a réussi avec les FMI, nous avons maintenant droit à quoi? Vous avez parlé d'un autre programme éventuel au mois de septembre. Il va nous donner droit à quoi? Bon, alors, comme vous le savez, à chaque revue concluante, il y a un décaissement en appui à la balance des paiements pour les fonds monétaires internationaux. Mais, je sais, ça voisine même les milliards. Mais ce qui est important, lorsque on est en programme avec les fonds et que toutes les revues sont concluantes, les autres bailleurs, notamment la Banque mondiale, est aussi encouragés à venir. Et là, nous bénéficions des appuis budgétaires. C'est au fait la crédibilité du pays à conduire les réformes. On a repris l'habitude des appuis budgétaires qu'on avait interrompu il y a 17 ans. On venait de bénéficier de la Banque mondiale, le premier appui budgétaire de 250 millions de dollars. Le COREF a aligné avec le gouvernement a aligné quelques mesures relatives, quelques déclencheurs sur les finances publiques. Il y avait plus ou moins 11 déclencheurs, et sur les 11, il y avait 7 mesures qui relevaient de finances publiques. Je voulais vous rappeler ici, même le programme avec les fonds monétaires, même les relations avec la Banque mondiale, les socles du programme, c'est la gouvernance financière, les réformes des finances publiques. Donc, si je me résume bien, nous accédons à un socle de crédibilité. Nous pouvons donc ainsi devenir fiançables, en fait. Hein. Donc, n'importe qui peut maintenant venir pour demander notre main. Tant que nous sommes en relation avec les fonds monétaires, ça renforce notre crédibilité. Alors, sans entrer dans la polémique, vous savez très bien qu'il y a quelques années, le même Fonds monétaire international était venu ici pour nous déconseiller et d'aller embrasser les programmes chinois. Vous vous rappelez? Oui. Bon, maintenant, rentrer dans les fonds monétaires internationaux avec la Banque mondiale, est-ce que notre économie sera encore une fois entre les mains? Ne serons-nous pas les instruments d'une intelligence extérieure? Étant donné que nous sommes un pays fragile et post-conflit, je ne suis pas sûr que les fonds nous décourraient d'aller vers les Chinois, mais tout simplement, les fonds nous conseillaient. Le fait qu'on ait annulé la dette publique, qu'on ne contracte pas des dettes à des taux plus élevés, parce que nous risquons encore de tomber dans les cycles infernal de l'endettement, alors qu'on venait de bénéficier de l'allègement. Voilà. Quand est-ce que vous serez heureux, un homme heureux au niveau de la réforme? Quand est-ce que vous direz, cette fois-ci, c'est la bonne? Vous, personnellement. Les jours où je peux me reposer tranquillement, c'est lorsque je verrai demain, nous avons une pression fiscale qui augmente, qui dépasse les 20%. Nous avons un système comptable qui fonctionne et la direction générale du Trésor opérationnelle. Un système de passation de marché fluide où les procédures sont automatisées, mais en même temps où nous avons un système de gestion de trésorerie. Je vous donne un cas tout simplement. Nous avons des entités publiques, comme je vous l'ai dit, qui perçoivent la part de la fiscalité et qui ont une trésorerie oisive dans les banques commerciales. Alors que la part de la fiscalité appartient à l'État. Pendant que l'État doit faire face aux dépenses, au niveau du compte du Trésor, il y a de l'argent dans les banques. Et la réforme majeure qu'on a mise en place, c'est l'institution du compte tenu du Trésor. Et le compte tenu du Trésor veut dire un compte de règlement qui est ouvert à la Banque centrale, avec des sous-comptes à la Banque centrale, mais aussi, le cas échéant, dans les banques privées. Afin que chaque soir, que les soldes de ces comptes ouverts à la Banque centrale soient nuls et que tout soit nivelé au niveau du compte du Trésor. Et à tout moment, l'État peut mettre la main sur cette trésorerie pour faire face aux dépenses. Ça sera un combat, mais je crois qu'il y a espoir. Il y a espoir parce que je suis témoin du parcours. Je sais d'où nous venons. Je sais que la population attend encore beaucoup de ces réformes. Ce qui est plus important que tous, nous puissions partager la vision. Il y a les inerties, à la fois techniques et politiques. Lorsqu'on veut changer les habitudes, les pratiques, ce n'est pas facile dans une administration qui est habituée à travailler selon le moyen au minimum. Lorsque vous voulez apporter les changements, tout le monde a peur du saut dans l'inconnu. Qu'est-ce que je deviens avec cette réforme? Ce sont les résistances
qui ont été signalés sur notre chemin, mais avec le soutien politique du gouvernement actuel, avec tout ce qu'on a pu faire depuis 2023, je suis confiant que si nous prenons le même élan, on peut arriver au résultat tel que nous le voulons dans notre pays. Merci, M. Godefroid Misenga. Je recevais donc le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Vous vous êtes donc rendu compte que l'expertise dans ce pays existe et qu'il y a des hommes compétents et capables de comprendre les moindres détails en ce qui concerne les finances publiques. Beaucoup de gens n'aiment pas les chiffres, beaucoup de gens n'aiment pas les calculs, mais il y en a qui en ont fait leur métier, dont notre invité. Merci donc d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion qui m'est offerte et de parler de finances publiques, qui est un sujet parfois qui est très compliqué, mais c'est vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière fois. Et les portes du COREF sont ouvertes pour que nous puissions éclairer l'opinion sur ce que nous faisons. Merci. C'est la fin donc de Chemin Critique, avec l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Cette émission vous va être rediffusée, elle sera déjà en ligne. Ceux qui suivent Géopolis Télévision, vous pouvez aussi nous suivre sur vos portables en téléchargeant l'application TNF RDC, une application gratuite sur Android. En tout cas, vous êtes nombreux à nous écrire et à commenter. N'hésitez pas. Si vous avez aimé, nous sommes très contents. Si vous avez des remarques, écrivez sur notre page Facebook. Au revoir et à la prochaine.